Les défis budgétaires maintiennent les femmes au foyer dans la petitesse comme simples gestionnaires du budget familial parce qu'elles n'ont pas la moindre place mentale pour s'occuper de leurs propres finances. Est-ce que vous avez entendu? Je vais reprendre. Les femmes, non, les défis budgétaires maintiennent les femmes au foyer dans la petitesse comme simples gestionnaires du budget familial parce qu'elles n'ont pas la capacité mentale, plutôt la place mentale pour s'occuper de leurs propres finances. Je trouve que c'est assez violent en fait. Ces propos ne sont pas de moi. Si vous pensez que ça vient de moi, non, ça ne vient pas de moi. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'erreur ou que je n'ai jamais blessé qui que ce soit avec mes propos ou voilà. Mais ça ne vient pas de moi. Et si ça t'intéresse de savoir tout ce que j'en pense, je vais décortiquer ça tout de suite après le petit jingle. À tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo, tu me connais déjà, je suis Grace No, je me définis comme une chrétienne ordinaire. J'aime bien partager sur internet, donc je partage tout ce qui est en lien avec mon univers en tant que femme, mais surtout en tant que femme chrétienne. Donc ça va être la foi, ça va être mes lectures, mes réflexions, ça va être tout ce qui est en lien avec le couple, avec le célibat, avec les relations en fait homme-femme. Depuis plusieurs mois, je parle aussi des finances personnelles, en tout cas l'idée que s'intéresser à nos finances personnelles, prendre en main nos finances personnelles, fait partie d'un tout que je nomme le développement intégral. Donc voilà, bienvenue sur cette chaîne. Si vous ne me suivez pas encore sur les autres plateformes, notamment Instagram, TikTok et Facebook, je vous invite à m'y retrouver. Vous trouverez toutes les informations dans la barre d'infos. Alors, petite parenthèse ou grande parenthèse, je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas publié, ça doit faire un mois. Bon, il est de coutume que les gens se justifient quand ils reviennent sur la toile. Je déteste cette pratique, mais j'ai fini par comprendre aussi que au fil du temps, il y a une sorte de relation qui se crée entre les personnes qui me suivent et moi, même si je ne les connais pas personnellement. Je sais que c'est des personnes, que c'est pas des ordinateurs, c'est des personnes qui sont vraiment derrière, qui vont écouter ce que je dis, qui vont parfois m'envoyer des messages sur WhatsApp, même si je ne suis pas toujours très réactive. Mais voilà, j'ai conscience que vous êtes là, donc je vais quand même vous dire pourquoi je n'étais pas là, je suis toujours en vie. Mais c'est simplement que j'ai énormément de changements qui se profilent aussi à l'horizon. Donc j'ai pas mal à faire de ce côté-là. Et puis en fait, j'avais simplement envie de me reposer parce que j'étais très fatiguée. J'ai eu un moment... Je ne vais pas entrer dans le débat sur l'introversion, nanani, l'énergie, mais j'étais complètement à plat, les batteries à plat. Donc pendant tout le mois d'avril, c'était un peu compliqué. En plus de ça, on a eu 2 gros événements où on a dû se rendre en dehors de la ville. Enfin, tout ça, ça a fait que j'avais envie d'être dans mon cocon. Donc quand je suis comme ça, j'ai pas particulièrement envie de publier ou enfin voilà, en tout cas j'essaye mais voilà, en gros c'est ça. Donc j'ai beaucoup de changements, je vais pas aller dans le détail, vous savez déjà que je ne vais pas toujours dans le détail, c'est volontaire de ma part. Je vous donne des détails sur ce que j'ai envie de vous donner, des détails, et ce que j'ai envie de protéger parce que je considère que c'est vraiment de la sphère très privée, dans le sens où ça ne me concerne pas individuellement, mais ça va concerner à la fois mon mari ou d'autres personnes en fait dans mon entourage, dans ma famille ou dans la famille de mon mari. Donc je vais pas dans le détail. Et puis si je juge que c'est important et que c'est pas non plus le secret du siècle, je vous en parle très librement, que ce soit ici sur YouTube ou sur les autres plateformes quand je fais des publications. Voilà. Donc je vous ai donné une phrase tout à l'heure concernant les défis budgétaires et effectivement on va parler des défis budgétaires dans cette vidéo aussi. Je n'ai pas fait de quinzaine budgétaire en avril ni de bilan mensuel et je n'ai pas non plus fait de remplissage ce mois-ci. Alors j'ai décidé en fait que ça ne va plus être aussi routinier. Si vraiment j'ai envie de vous faire un désemplissage avec d'autres infos, je vais le faire parce que je publie déjà ça en fait sur Instagram, TikTok
et Facebook. Dans les petites vidéos, vous me voyez parfois manipuler les billets et je pense que c'est assez. En revanche, si j'ai vraiment un sujet en lien avec les finances personnelles et que j'ai envie de l'aborder dans une vidéo remplissage ou désemplissage ou quinzaine budgétaire, je vais le faire. Ou alors, je vais simplement le faire dans une vidéo comme celle-ci. Aujourd'hui, on va parler des défis budgétaires. Comme beaucoup d'autres personnes, je pense, j'écoute souvent des podcasts, pas beaucoup, j'écoute des podcasts quand je vais faire du repassage ou quand je fais du ménage ou quand j'ai simplement envie de m'informer sur une question, je vais chercher un peu s'il y a un podcast qui en parle et puis bah, si j'ai la possibilité de l'écouter, je l'écoute. Donc dernièrement, j'ai découvert, je crois découvert 2-3 podcasts et il y en a qui parlaient notamment des finances personnelles. Donc j'ai écouté des vidéos de 10-15 minutes qui étaient des podcasts, j'ai dit des vidéos mais c'est des audios qui duraient à peu près 10 à 15 minutes. J'ai trouvé ça intéressant et puis je suis tombée sur un podcast qui parlait des défis budgétaires. Et à la fin du podcast, je ne vais pas donner de détails sur le podcast parce que j'aime pas trop l'idée des clashs ou des conflits que je vois énormément sur internet où par exemple une personne qui a une communauté va dire quelque chose, les autres vont répondre et puis ça devient un conflit. Déjà, je me permets de répondre un peu à ce podcast, mais je me permets de répondre à ce podcast sans avoir contacté la personne au préalable pour échanger avec elle. Donc, volontairement, je ne vais pas donner les informations concernant le podcast parce que si quelqu'un faisait ça sur l'une de mes vidéos, je considérerais vraiment ça comme un manque de respect parce que je me dirais, elle aurait d'abord pu discuter avec moi et puis on aurait pu faire une vidéo ou un podcast ensemble pour que chacun puisse donner un peu son point de vue pour qu'on puisse débattre. Ce que je n'ai pas fait, je n'ai juste pas le temps et puis j'ai pas envie, j'ai juste pas le temps. En revanche, je me suis dit, bah, je vais quand même un peu décortiquer en vous donnant moi mon avis. D'abord, je vais vous donner un peu l'argument de la personne et puis moi, je vais vous donner mon avis parce que je vais le dire très honnêtement. Au départ, quand j'ai écouté le podcast, j'ai été un peu choquée par les propos de la personne parce que j'ai trouvé qu'elle était très dure. Et je me suis dit, mais en fait, elle n'a rien compris à la méthode des enveloppes budget. Soit c'est volontaire, soit elle ne s'est pas informée où il fallait s'informer, soit elle a vraiment choisi de rester dans son carcan où elle ne veut pas s'ouvrir et voir que bah, ce n'est pas seulement sa logique qui peut l'emporter, ce n'est pas seulement sa logique qu'il faudrait appliquer en tout ce qui concerne les finances personnelles. Il y a autant de coachs que de pratiques dans la gestion des finances personnelles. Donc je vais rembobiner et puis je vais vous situer ça. J'ai écouté un podcast qui parlait des défis budgétaires et la personne a dit ceci. Les défis maintiennent les femmes au foyer dans la petitesse, comme de simples gestionnaires du budget familial, simplement parce qu'elles n'ont pas la place mentale pour s'occuper de leurs propres finances. Donc, en d'autres termes, les femmes au foyer, ce sont les femmes qui vont s'occuper du budget familial. Et comme elles s'occupent du budget familial, elles n'ont plus de place mentale. Donc, ça fait référence notamment à la notion de charge mentale. Elles sont déjà surchargées mentalement, donc elles n'ont plus l'énergie de s'occuper de leur budget personnel ou de leurs finances personnelles. Et du coup, cette charge mentale liée à la gestion des finances familiales ou du budget familial les cantonne à un rôle qui n'est pas important dans le couple ou dans la famille. On peut traduire ça comme ça. Mais ce n'est pas cette phrase qui m'a choquée. Enfin, elle m'a choquée aussi, mais ce n'est pas seulement cette phrase, parce que cette phrase, elle arrive en conclusion du propos de cette personne-là, qui en fait a décidé de parler des défis budgétaires et de démontrer en 5 points que les défis budgétaires sont inutiles, qu'ils ne servent à rien et que pour la féministe qu'elle est, les défis budgétaires maintiennent les femmes dans la petitesse, voilà, comme elle a dit. Et ça m'a perturbée, j'ai trouvé ça assez gênant, j'ai trouvé ça... je me suis dit, on ne peut pas avoir une seule vision, en fait, dans la vie. Il faut pouvoir s'ouvrir et se demander pourquoi
aujourd'hui, parce que la méthode des enveloppes budget a le vent en poupe, notamment dans les communautés francophones, parce que les Allemands utilisent beaucoup les espèces, aux États-Unis il y en a beaucoup qui utilisent des espèces, et qui ont notamment participé à vulgariser la méthode des enveloppes budget telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec les classeurs, avec les pochettes transparentes, tout ce qu'il y a autour de ça. Si vous vous rappelez, quand j'ai commencé à parler des finances personnelles sur ma page, je vous avais expliqué que moi je suis d'origine gabonaise et que au Gabon, il y a beaucoup de gens qui ne disposent pas d'un compte bancaire. Donc franchement, moi j'ai évolué dans un milieu où on gère de l'argent en espèces. Est-ce que à ce moment-là, on s'est dit non, c'est dangereux, il faut pas qu'on gère en espèces, ça va maintenir les femmes dans un état de petitesse et tout. Déjà, pour en revenir à cette phrase, j'ai trouvé ça réducteur en fait. C'est comme si être femme au foyer, c'était tellement grave que comme tu es femme au foyer, tu n'as aucune valeur. Ça fait aussi appel à un autre débat en ce qui concerne les finances dans le couple, le fait que quand on est au foyer, évidemment, on ne cotise pas pour sa retraite, nanani nanana. Ça suscite plein d'autres débats en fait. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Là, je vais juste parler des défis budgétaires et revenir à ce que cette personne-là a dit concernant les défis budgétaires. Bon, j'espère que ça ne va pas être trop brouillon parce que je suis un peu allée dans tous les sens dans la première partie. Et là, je vais vraiment essayer de recadrer. Donc, je disais que j'ai écouté un podcast qui parlait des défis budgétaires et que le propos de la personne m'a un peu interloquée parce que je me suis dit, elle n'a pas compris la méthode des enveloppes budget et que selon son fonctionnement, selon la manière dont elle gère ses finances personnelles, elle a stigmatisé toute une catégorie de la population en fait qui utilise la méthode des enveloppes budget et encore plus les femmes au foyer, comme si c'était une maladie d'être une femme au foyer, de choisir d'élever ses enfants. Même si, encore je le précise, le fait d'être femme au foyer fait appel à bien d'autres sujets en ce qui concerne les finances dans le couple. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, donc je ne vais pas entrer dans ce détail-là parce que ben voilà, ça fait beaucoup trop. Donc, la personne a dit dans son podcast qu'elle allait nous donner 5 raisons pour lesquelles les défis budgétaires sont inutiles, délétères et que les défis budgétaires sont destinés aux femmes qui ont de petits revenus et que les défis budgétaires sont intéressants lorsqu'on a 6 ans et qu'on veut aller s'acheter des bonbons. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. J'en rigole, mais c'est vraiment ce que la personne a dit. Alors, je ne vais pas juger si c'était avec une intention bienveillante ou j'en sais rien, parce qu'à la fin du podcast, je pense qu'elle se rend compte qu'elle est peut-être allée intantiner trop loin et que ça pourrait être mal accueilli. Donc elle rattrape quand même le coup en disant que le but n'est pas de choquer, etc. Mais elle trouve que ce n'est pas pertinent, en tout cas les défis budgétaires. Donc moi je me suis dit, bon, on se calme d'abord. La méthode des enveloppes budget a le vent en poupe en ce moment. On a eu beaucoup d'articles de presse qui sont parus ces derniers mois sur la méthode des enveloppes budget. Et moi-même m'étant mise à la méthode, j'ai intégré des groupes, des communautés dans lesquelles on parle des enveloppes budget. Oui, c'est vrai que parfois on se rend compte que certaines personnes ne sont pas au même niveau que nous dans la gestion des finances personnelles et c'est tout à fait ok. En fait, on n'a pas grandi dans les mêmes milieux, on n'a pas eu la même éducation financière, donc on ne devrait pas stigmatiser les gens parce qu'à 50 ans ou à 60 ans, ils ne savent pas gérer leur budget. Mais au contraire, si on est en mesure de les aider, on les aide. Donc dans ces groupes-là, il y a des profils divers et variés. Il y a des gens qui ont de très bons revenus, mais qui peinent quand même à gérer leurs finances personnelles. Et puis il y en a qui ont de moins bons revenus, qui gèrent très bien leurs finances personnelles ou qui ont du mal à joindre les deux bouts, donc qui sont vraiment très stricts par rapport à leur budget personnel. Bref, il y a de tout. Et aujourd'hui, la méthode des enveloppes budget a été adoptée par une large partie de la population. Je ne vais pas vous donner de chiffres parce que je n'ai pas fait de statistiques. Et elle a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que elle n'est pas non plus faite pour tout le monde.
C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple moi je pratique la méthode des enveloppes budget, mais mon mari il pratique pas la méthode des enveloppes budget quoi, les espèces et tout, c'est pas du tout son truc. Il va avoir des choses qu'il gère en espèces parce que bah voilà, il faut quand même avoir un tout petit peu d'espèces dans son portefeuille quand on sort, je sais pas moi 20-30 euros ou 50 euros pour certains, mais c'est quelqu'un qui va avoir une gestion très automatisée et je connais d'autres personnes qui ont des gestions très automatisées. Moi quand je suis... Enfin, je pense, quand j'ai adopté la méthode, ce que j'ai trouvé de pertinent ou du moins d'intéressant pour moi, je dis bien pour moi, c'est le côté psychologique qui permet vraiment d'être ancré. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de ça. Peut-être que dans un an, je vais vouloir faire autre chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui gèrent leurs enveloppes budget en virtuel exclusivement. Peut-être que dans un an, j'aurai envie de faire ça, mais pour l'instant, ce qui me convient, c'est le concret des espèces. Je trouve que ça a un effet thérapeutique, je dis bien pour moi. Maintenant, en ce qui concerne le fait que la méthode soit devenue célèbre, oui, il y a beaucoup de gens qui l'adoptent et elle a fait ses preuves parce que moi, j'ai vu de témoignages dans les groupes de personnes qui étaient à découvert de 1000 euros, de 500 euros, parfois même de 1500 euros. Quand je lis ces témoignages, je me dis, mais comment on peut se retrouver à découvert de 1500 euros? Sérieusement, je me pose la question. Mais le but n'étant pas de juger, c'est quand même important d'apprendre du témoignage de la personne et de voir comment elle s'en est sortie. Et la méthode des enveloppes budget a vraiment joué un rôle important dans le fait que beaucoup de personnes ont pu sortir des découvertes, ont pu apprendre à mieux gérer leurs finances personnelles, ont pu sortir clairement leur famille du gouffre financier. Certains ont même pu épargner des sommes importantes pour faire un apport dans un achat immobilier. Enfin voilà, il y a tellement de situations différentes. Donc je trouve ça un peu... je trouve ça dommage de venir comme ça et de dire les défis budgétaires ne servent à rien, ils sont inutiles et délétères. Je reprends les mots exacts de la personne. Et comme je disais, je ne vais pas dire de qui il s'agit parce que ce n'est pas une confrontation, mais c'est vraiment... J'avais envie de répondre parce que je me suis dit, si elle le dit et qu'elle enregistre un podcast, je suis sûre qu'il y en a plein qui, du haut de leur savoir en matière de gestion des finances personnelles, regardent les personnes qui peinent à gérer leur budget personnel ou qui font des défis budgétaires du haut de leur piédestal, qui les regardent avec condescendance en fait. Alors qu'on n'est pas tous pareils, on est tellement différents qu'on ne peut pas gérer les finances de la même manière. Moi j'ai lu énormément de livres sur les finances personnelles. Autant on va retrouver à peu près les mêmes conseils chez certaines personnes, autant ils vont aussi différer et ils diffèrent parce qu'ils vont aussi puiser dans la connaissance que la personne a de la manière de gérer son budget parce que c'est son expérience et ça compte. Il n'y a pas que la théorie est au service de l'expérience empirique comme l'expérience est au service de la théorie. Les deux sont en interdépendance. On ne peut pas arriver comme ça parce qu'on gère ses sous en virtuel et qu'on ne fait pas de budget de défis budgétaires, dire aux gens mais ça sert à rien, c'est inutile, c'est délétère, c'est destiné aux femmes qui ont de petits revenus, c'est destiné aux femmes au foyer qui n'ont pas l'énergie mentale parce qu'elles sont déjà surchargées par autre chose de gérer leurs finances personnelles. Donc ça m'a... Bref, je pense que ça s'entend dans ma voix et dans la passion que j'ai à vous expliquer ça. Et on n'est pas encore arrivé au bout. Premier argument de la personne concernant, pour soutenir l'idée que les défis budgétaires sont inutiles et délétères et qui sont destinés aux femmes qui ont de petits revenus. Premier argument que cette personne avance, c'est qu'on ne fait pas d'économie. Au contraire, on dépense à nouveau ce qu'on a mis de côté. Vous avez déjà vu par exemple, la plupart des personnes qui font des enveloppes budget ont un classeur des dépenses quotidiennes et puis elles vont avoir ce qu'elles appellent un classeur d'épargne, même si moi je préfère l'appeler un classeur d'économie parce que généralement il se complète à la fin du mois et puis on se dit bah j'avais ce budget en début de mois, au final je n'ai pas tout dépensé et c'est génial, donc je le mets de côté pour un projet sur le court terme, mais vraiment court terme, c'est-à-dire que c'est juste une dépense différée. Je ne prévois pas d'acheter une maison, je prévois par exemple d'acheter un téléphone ou je prévois d'acheter des produits de beauté dans 3 mois, donc je mets cet argent de côté. Donc elle dit que on dépense à nouveau. Oui, on dépense à nouveau parce que cet argent-là n'est pas destiné à construire une maison ou à s'acheter un château ou à s'acheter une voiture.
Vous voyez ce que je veux dire? Elle explique que c'est une dépense en différé. Ce que j'ai déjà dit précédemment, c'est que effectivement c'est des dépenses sur le court terme. Donc on va mettre ça dans un classeur budget d'économie ou que d'autres appellent épargne. Et elle dit aussi que, en fait, la méthode des enveloppes budget nous fait dépenser parce qu'il faut acheter le matériel. Alors oui, on peut vouloir acheter le matériel, notamment les classeurs. Il y a des gens, un peu comme moi, qui sont très visuels. Vous savez, je suis tellement visuelle qu'il y a des plats que je ne mange pas juste parce que c'est pas bien présenté. Mais dans un autre contexte, je peux manger le même aliment. Alors que je ne l'ai pas mangé dans un autre contexte où il n'était pas, je sais pas, il me donnait pas envie quoi, visuellement, même si ça sent bon, ça ne me donne pas envie. Donc c'est pareil, c'est psychologique et en ce sens-là, nous sommes tous différents. Quelqu'un comme moi, j'ai envie d'avoir quelque chose qui est beau en fait et qui me donne envie. Voilà, donc non, c'est pas un investissement. Si je dis investir, mon mari va me dire, t'as dit investir, alors que c'est pas un investissement. J'allais dire, j'ai investi dans un classeur, mais non. J'ai dépensé, j'ai acheté des classeurs et je suis très contente de mes achats. Je ne sais pas pendant combien de temps je vais les garder. Et si un jour je n'ai plus envie de pratiquer la méthode des enveloppes budget et que je n'ai plus l'utilité des classeurs, je peux très bien les donner ou alors les revendre. Où est le problème? Ok, on va dépenser sur le matériel, mais ce n'est pas non plus obligatoire de dépenser sur le matériel. Il y a des gens qui utilisent des feuilles blanches, qui n'ont pas besoin d'imprimer des choses, qui sont très bien, qui prennent juste un cahier. Moi, c'est ce que je faisais avant. J'utilisais des cahiers, et puis j'ai eu envie de changer. Les gens, en fait, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et c'est pas grave s'ils dépensent 30 € pour acheter du matériel, pour pratiquer la méthode des enveloppes budget. Enfin, bref. Deuxième argument, c'est que les défis budgétaires font perdre beaucoup d'argent parce que le liquide ne rapporte rien. Bon, ça c'est en partie vrai, je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos concernant les défis budgétaires où je disais en parlant du défi des 100 enveloppes que moi je n'envisage pas particulièrement de faire le défi des 100 enveloppes et même si je venais à le faire, je ne pense pas garder cet argent en espèces chez moi, mais chacun peut faire comme il veut et pour protéger ses espèces, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez opter pour un coffre-fort, vous pouvez opter pour la possibilité de déposer tous les mois l'argent que vous aurez économisé. Enfin, il y a différentes méthodes. Vous pouvez simplement garder le secret sur le fait que vous faites le défi des 100 enveloppes. Tout le monde n'est pas obligé de le savoir, comme nous qui faisons des vidéos YouTube, tout le monde n'est pas obligé de savoir que Grace, elle fait le défi des 100 enveloppes et que potentiellement, elle a 5000 € chez elle, quoi. Enfin, voilà. Donc, voilà, c'était l'argument. Et puis, j'avais aussi envie de répondre à cette idée-là, ce deuxième point, en disant que les gens ont toujours l'air choqués quand il s'agit de l'argent en espèces. Ils vont vous dire pourquoi vous gardez autant d'argent chez vous et pourtant il y a des personnes qui ont des objets de valeur chez eux. Je ne parle pas de la télé à 2000 € ou je sais pas des enceintes à 3000 € ou du canapé à 5000 €. Non, il y a des bijoux par exemple. Quand les gens vont cambrioler, c'est pas toujours l'argent en espèces qu'ils cherchent, hein. Ce sont des bijoux de valeur parce que ça se revend plutôt bien. Si vous avez de l'or, aujourd'hui les gens rachètent de l'or, ils ne vous demandent pas où vous avez eu cet or. Maintenant, si vous avez la malchance et que vous n'êtes pas un très bon cambrioleur, ok, vous allez peut-être vous faire attraper par la police, mais les gens ont des objets de valeur chez eux. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Enfin, ça sert à quoi d'aller chez quelqu'un qui pratique la méthode des enveloppes budget, qui a dit sur internet que je fais le défi de temps et qu'on ne sait même pas où il en est dans son défi, prendre le risque d'aller cambrioler chez eux pour par exemple prendre 200 € sans faire un calcul et se dire je vais voir s'il a aussi potentiellement des objets de valeur que je pourrais prendre et refourguer quoi. Enfin bref, voilà, je voulais juste dire pour répondre à cet argument que oui, c'est vrai que ce n'est pas pertinent de garder des sommes très importantes chez soi et que c'est toujours mieux de les mettre sur un compte bancaire qui rapporte au moins quelque chose. Et qu'au final, si vous faites le choix de garder vos espèces chez vous, c'est votre choix. Mais il faut l'assumer. C'est-à-dire que si vous subissez un vol,
il faut l'assumer, il faut être prêt en fait à l'éventualité que c'est quelque chose qui puisse arriver. Le troisième argument, c'est que alors j'ai trouvé que c'était pas très bien expliqué, mais en gros la personne essaye de dire que la troisième raison pour laquelle les défis sont inutiles et délétères, c'est qu'ils ne prennent pas en compte le budget. Pourquoi ils ne prennent pas en compte le budget? Ils ne prennent pas en compte le budget parce qu'on a absolument envie de finir ces défis. Donc si par exemple on dit on a 500 € de budget mensuel, dans les 500 €, on aura envie de retirer par exemple l'argent de la 5e semaine, donc 5 €, 6e semaine 6 €, 7e semaine 7 €, 8e semaine 8 €, au lieu de prioriser les dépenses mensuelles qu'on fait habituellement. Donc du coup, on va vouloir remplir les défis budgétaires et on va avoir un trou dans son budget personnel. Donc j'ai compris ce qu'elle essayait d'expliquer, mais en même temps, ce que j'avais envie de dire, c'est que les défis ne sont pas linéaires. Si on a un défi de 52 semaines, l'idée du défi de 52 semaines, c'est de remplir chaque semaine. Donc par exemple, 1 € pour la première semaine, 2 € pour la deuxième semaine, 3 € pour la troisième semaine. Mais on peut très bien ne pas avoir 1 € la première semaine et ne pas compléter. Ce n'est pas grave en fait, ce n'est pas linéaire. Et si on a 50 €, bah on complète la 50e semaine et on colorie la 50e semaine. Parce qu'en fait, elle disait qu'on peut ne pas avoir 50 €, 40 €, 49 €, 52 € au moment où il faut le remplir. Mais non, en fait, ce n'est pas figé. Ce n'est pas figé. Si je vous montre mon défi des 52 semaines, vous allez voir qu'il y a des semaines qui ne sont même pas complétées. En fait, j'ai complété en fonction des sous que j'avais. Donc, il faut arrêter de penser qu'on est psychorigide en ce qui concerne la méthode des enveloppes budget et que bah, si on n'a pas rempli un défi, on va être malade ou alors on va pas être bien, quoi. Enfin, voilà. Bref, c'est ça que j'avais envie de dire. Et il y a un émetteur qui est venu nous voir. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est là. Il fait pas très beau aujourd'hui, donc il n'a pas envie de sortir en fait. Ensuite, le quatrième argument dans ce podcast rejoint un peu le précédent, donc celui dont je viens de vous parler tout à l'heure concernant le remplissage des défis. Et je vous ai pris l'exemple du défi des 52 semaines. Le quatrième argument, c'est que les défis budgétaires ne prennent pas en compte les capacités d'épargne de la personne. Ça rejoint le précédent, pourquoi? Parce que comme je le disais, et comme je le répète toujours, les défis budgétaires, en fait, ils ne sont pas prioritaires dans un budget. Et je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont compris, même si je vois encore dans les groupes, notamment les communautés virtuelles sur les enveloppes budget, que certains n'ont pas tout à fait compris, mais chacun fait son chemin. Chacun fait son chemin et puis chacun va aussi adapter la méthode en fonction de son mode de vie, effectivement de ses revenus et de ses capacités d'épargne. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que ça ne respecte pas les capacités d'épargne dans la mesure où je fais mon budget mensuel et puis je vis tout au long du mois, je fais des dépenses ou pas. Et ça, c'est plutôt bien quand j'arrive à me restreindre sur certaines dépenses parce que je juge qu'elles ne sont pas prioritaires, qu'elles ne sont pas urgentes, elles ne sont pas vitales. Et à la fin du mois, quand je fais le désemplissage, je me rends compte que, ah bah tiens, il me reste 10 € par-ci, 20 € par-là, 30 € par-là. Donc c'est génial. Je vais me servir de cet argent pour compléter les défis budgétaires. Donc en cela, les défis budgétaires ne portent pas atteinte à mes capacités d'épargne. Parce que de toute façon, cet argent, il était destiné à être dépensé pendant le mois, mais il n'a pas été dépensé. Donc c'est génial. Je l'affecte à des défis budgétaires ou alors je l'affecte à un classeur d'économie ou que certains appellent aussi classeur d'épargne. Enfin, le cinquième argument qui est avancé, c'est que il n'y a aucune stratégie derrière les défis budgétaires et que on ne met pas de côté une somme aléatoire juste comme ça, voilà, pour s'amuser. Mais je me suis dit, mais non, où est-ce qu'elle a vu ça? Où est-ce qu'elle a vu qu'il n'y a aucune stratégie derrière? Les gens, quand ils font le défi des 52 semaines, ils ont un projet derrière. Le défi des 52 semaines, je crois que c'est 1300 et quelques euros si on le complète entièrement. Parce qu'on peut très bien ne pas le compléter. Et moi, je suis plutôt partie pour peut-être pas le compléter entièrement. En fait, le défi que j'aime le plus, je crois que c'est le défi des 5 euros. Mais on verra à la fin de l'année.
Quoi qu'il en soit, je pense que la plupart des personnes normalement c'est fait, mais on a tendance à dire font parce qu'on a dit les personnes, mais ça s'accorde avec la plupart. Les gens, en fait, ils ont un projet derrière chaque défi budgétaire, en principe. Si je fais le défi des 52 semaines, j'ai peut-être envie d'acheter un téléphone avec cet argent-là. 1300 et quelques, j'ai envie de m'acheter un téléphone. C'est l'idée derrière, c'est la stratégie financière qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que ça devrait être mal vu que quelqu'un mette des sous de côté pour acheter un téléphone? Tout le monde n'a pas envie d'être propriétaire dans l'immobilier, tout le monde n'a pas envie d'investir en bourse, tout le monde n'est pas fait pour certaines choses. Ou alors, il y en a qui se contentent très bien de vivre leur vie simplement sans être à fond sur l'investissement, sur l'auto-entrepreneuriat, parce que ça a le vent en poupe aussi en ce moment. Tout le monde doit devenir auto-entrepreneur, tout le monde doit devenir businesswoman. Enfin, vous vous épuisez en fait les gens avec vos histoires. Et on a le droit de vivre comme on veut, genre tranquillement, sans trop se prendre la tête. Voilà, donc la stratégie derrière le défi des 100 enveloppes qui permet d'obtenir 5050 € je crois, ça peut très bien être d'avoir un apport. Donc je ne comprends pas que la personne dise que il n'y a pas de stratégie financière derrière, je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, l'idée selon laquelle, mais je crois qu'il a réussi à me mettre des poils ce chat. Il a réussi à me mettre des poils je pense. L'autre argument selon lequel on ne met pas une somme aléatoire de côté comme ça parce que ce n'est pas stratégique, je ne suis pas d'accord non plus. Est-ce que vous connaissez Sami Reti? J'ai partagé certaines de ses réflexions sur mes plateformes. Je n'ai pas son livre ici, il doit être dans la bibliothèque en bas. Mais Sami Reti explique que parfois... Bon, Sami Reti, lui, n'est pas un adepte de la méthode des enveloppes, mais encore, en revanche, c'est un professionnel, c'est un coach en finances personnelles et il a d'ailleurs un documentaire actuellement sur Netflix, je vous le recommande, qui s'intitule... je suis désolée, j'ai fait une pause parce que j'avais un poil qui me perturbait. Un poil de chat. Il est toujours là, Némétor. Je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran. En fait, j'ai pas de retour d'écran, donc je ne me vois pas souvent parler. C'est assez perturbant d'ailleurs. Donc je disais que Sami Reti a actuellement un documentaire qui passe sur Netflix qui s'appelle L'art d'être riche. Je vous le recommande, il est très intéressant parce qu'il montre justement des situations différentes. Et donc, on accompagne Sami Reti dans la manière dont il va conduire les coachings avec ces personnes-là pour les aider à avoir le contrôle sur leurs finances personnelles. Donc, je pense que c'est très intéressant et que vous pourriez aller voir. Donc, dans l'un des ouvrages de Sami Reti, il dit que... avant de vous dire ce qu'il dit, Sami Reti n'est pas un adepte de la gestion en espèces, il est un adepte de la gestion automatisée. Lui, il est fan de ça et il explique notamment dans un de ses livres que comment relier les comptes bancaires, comment automatiser et puis ensuite on est tranquille parce que tout a été automatisé. Donc là, déjà, c'est clair. Il est pour la gestion bancaire, la gestion virtuelle et multibancarisée. Donc c'est l'avantage aujourd'hui, on peut être multibancarisé, ça ne pose pas de problème. Mais il dit quelque chose d'intéressant dans un de ses livres, Sami Reti dit qu'il ne faut pas se prendre la tête concernant l'épargne. On n'est pas obligé d'avoir un grand projet et se dire je vais épargner pour ce projet, non. Parfois, il faut simplement mettre en place une épargne automatisée sans se poser de questions et sans se dire j'épargne pour tel projet, j'épargne pour acheter une maison, j'épargne pour acheter un téléphone, j'épargne pour acheter une voiture. Non, des fois il faut juste se laisser aller et mettre en place une épargne automatisée. Donc en cela j'ai envie de dire à cette personne qui dit qu'on ne met pas une somme aléatoire de côté comme ça, non c'est faux. On peut très bien mettre une somme aléatoire de côté. Ça fait aussi partie d'un apprentissage pour les personnes qui apprennent en tout cas à épargner. Le but pour les personnes qui apprennent notamment n'est pas de se poser 1000 questions et de se mettre la pression en se disant il faut absolument que j'achète une maison. Parce que c'est la tendance actuellement. Les gens ils exposent un peu leurs objectifs. Allez, je dois être propriétaire dans 2 ans. Je dois être Danani dans 3 ans. Je dois être ceci, cela dans 1 an. Ils vous partagent leurs objectifs. Ils vous partagent... Donc les gens, ils font ça, ils vous partagent leurs objectifs et puis en fait, on est dans l'ère de la performance, il faut absolument, non. Lui, il dit, Sami Reti, qu'on peut
mettre en place une épargne automatisée, parce que comme je le disais, il est pour l'automatisation et la multibancarisation, sans se poser la question et sans se dire que cette épargne-là, c'est absolument pour acheter une maison. Parce que de toute façon, on ne sait pas de quoi le lendemain est fait. Il y a tellement de changements dans la vie. Les aléas, on ne les prévoit pas. C'est pour ça qu'on les appelle justement les aléas. Voilà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit qu'il faut... la première épargne, en tout cas, à mettre en place, c'est une épargne d'urgence. Et ensuite, on peut envisager d'avoir des épargnes dédiées à un grand projet, au projet du siècle. Voilà. Donc pour moi, on peut très bien épargner sans avoir un objectif très précis, mais c'est dire, c'est important d'épargner. Donc j'épargne, je verrai dans un mois, dans 2 mois, dans 1 an, dans 6 mois, ce que je peux faire avec cette épargne. Pour l'instant, étant donné que mes idées ne sont pas claires dans la manière dont j'ai envie de dépenser cet argent ou de l'investir, je me contente simplement de l'épargner. Et puis c'est tout. Donc je ne vois pas où est le problème en fait. Voilà, donc ça c'était un peu pour revenir sur le dernier argument de cette personne-là et vous dire un peu ce que moi j'en pense. Et donc, elle a détaillé tous ses arguments et puis elle en a conclu que les défis maintiennent les femmes au foyer dans la petitesse. Voilà, parce que ce sont les femmes au foyer qui pratiquent la méthode des enveloppes budget. Et elle a par exemple pris l'exemple du défi du mercredi, je crois, en disant que parce que le mercredi, ce sont elles qui gardent les enfants, donc elles font le défi des mercredis. Bref. Je m'excuse auprès des femmes au foyer en son nom. Voilà, parce que ça peut vraiment être blessant, je trouve. Et qu'on n'a pas, en fait, à critiquer le statut de chacun. Tout le monde n'a pas une vie linéaire. Les gens font des choix de vie qui correspondent aussi à leurs aspirations de vie. Et on n'a pas à s'opposer en juge ou en divin qui va venir trancher sur la manière de faire des autres. Voilà. Quoi qu'il en soit, je voulais finir en disant que tout le monde n'est pas destiné à pratiquer la méthode des enveloppes budget. Sentez-vous libre, mais surtout sentez-vous libre d'essayer autre chose. Voilà, comme je disais, moi je pratique aujourd'hui la méthode des enveloppes budget avec une large partie de la gestion de mes enveloppes en espèces. Mais peut-être que dans 6 mois, j'aurai envie de faire autre chose. Et je suis libre en fait de passer à autre chose parce que la méthode des enveloppes budget telle que je la pratique maintenant ne me conviendra peut-être plus. Ne me conviendra peut-être plus dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. J'en sais rien. J'en sais rien. Pourquoi les gens ils prennent la tête aux autres comme ça concernant les finances personnelles, comme s'ils avaient le savoir. Bref, je disais comme s'ils avaient tout le savoir pour être les meilleurs, voilà. Bref, j'étais quand même contente de faire cette vidéo, même si ça m'a un peu saoulée, quoi. ça m'a un peu saoulée, je suis désolée d'être directe comme ça, mais ça m'a un peu saoulée. Parce que, avec cette histoire-là, notamment l'émergence des enveloppes budget, et puis tous les articles qu'il y a eu, tout le bruit qu'il y a eu autour de ça, il y a même eu des émissions autour des enveloppes budget. Il y en a qui passent leur temps à critiquer, à critiquer, à critiquer. Par exemple, nous qui avons des boutiques Etsy où on propose nos créations, il y a des personnes qui viennent nous dire « Ouais, mais pourquoi tu vends alors que tu donnes des conseils pour que les gens apprennent à épargner, à gérer leur argent ?» Bon. Je ne vais pas répondre à ça dans cette vidéo, mais vous avez compris l'esprit. Allez, je vous dis à très bientôt, j'espère. Et comme je disais, ça va être un peu espacé parce que j'ai d'autres choses sur lesquelles je dois me concentrer notamment. Mais en tout cas, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook où je publie assez régulièrement pour garder le lien avec vous. Abonnez-vous, mettez un like, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez une réponse à une question, ça se passe avec bienveillance et respect, j'insiste vraiment dessus. Voilà, bienveillance et respect. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais il faut qu'on soit d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord et se respecter quand même quand on échange. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!